Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle édition de votre émission La culture religieuse, une émission qui vous est proposée toutes les 2 semaines sur Native International. Alors le but de l'émission est de vous transmettre le véritable message de l'islam. Nous avons parlé de beaucoup de préceptes, mais aujourd'hui c'est le deuxième épisode et le dernier de notre tournée, d'une première tournée, puisque ce n'est pas la dernière, d'une première tournée sur les scientifiques et savants musulmans. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Dr Ismaël Hamed, spécialiste en religion comparée et écrivain sur l'histoire des religions. Il était déjà avec nous la semaine dernière pour en parler. Il continue avec nous. Merci d'être encore une fois avec nous, Dr Ismaël. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par directement par parler d'un grand scientifique qui s'appelle Al-Idrissi. Allez-y. Oui, Al-Idrissi, c'est un géographe. Maintenant, alors on a déjà parlé sur un historien, c'est un sociologue, sur un médecin, alors sur un... Alors je rappelle, le sociologue c'est Ibn Khaldoun, oui. Avicenne, c'est le médecin. Alors le fondateur de l'algèbre, c'est Al-Khwarizmi. Et maintenant c'est un géographe, un grand géographe et un voyageur en même temps. C'est Al-Idrissi ou Al-Sharif Al-Idrissi. Parce que ce Sharif, il est notable parce qu'il est un descendant de la famille de prophète Mahomet. Il est né au Maroc, mais il a fait beaucoup de voyages dans le monde entier. Il a découvert alors les mers, il a découvert les continents et tout ça. Donc il a écrit un livre très important pour les spécialistes de la géographie qui s'appelle Nuzhat al-Mushtaq. Nuzhat al-Mushtaq, donc il a décrit ses voyages et tout ce qu'il a vu, le peuple, le monde et tout ça. Et la réputation d'Idrissi alors est arrivée même en Europe. Il y avait un roi qui s'appelle Roger II, c'est lui le roi de Sicile. Et celui qui savait alors l'importance et la réputation de l'Idrissi. Elle a inventé. Vous pouvez le traduire peut-être le livre Nuzhat al-Mushtaq, c'est ça? Oui. Nuzhat al-Mushtaq, c'est-à-dire c'est la promenade de passionnés. C'est de passionnés de voyage dans le monde, de savoir les pays, la géographie, les fleuves, les mers et tout ça. Donc elle décrit tout ce qui concernant la géographie de le monde et tout ça. Donc Roger II, alors le roi de Sicile, il a invité Al-Idrissi chez lui et le fait comme le juge des Arabes et chargé de toutes des affaires des Arabes qui vivent là-bas en Sicile. Et en même temps, il a demandé quelque chose de lui, de faire une carte sur le monde. Donc Al-Idrissi, il a fait une carte très très importante, il l'a fait en métal, c'est en fer. Et après, on dit dans quelques traditions qui étaient recouvertes aussi au nord, qui montrent là la carte du monde, le continent et tout ça. Donc cette carte-là, c'était très précise, était très importante par les géographes modernes qui toujours utilisent la carte de Al-Idrissi pour savoir comment était le monde pendant le 4e et le 5e siècle après l'émigration du prophète Mahomet. Notre Magellan à nous en fait. C'est vous savez, Magellan, donc ce grand explorateur, c'est notre Magellan. Oui, bien sûr, oui. Ici. Alors, petite pause avec ce commentaire qui va parler plus sur justement les découvertes scientifiques et on revient après ça. Ala-Eddin Abul Hassan ibn Hazm al-Qurashi Dimashqi, connu sous le nom Ibn al-Nafis, était un médecin arabe très connu et un scientiste de renommée. Il est connu pour être le premier à avoir décrit le processus de la circulation sanguine dans le corps humain et en particulier de la circulation pulmonaire. Ses contemporains lui donnaient la même stature qu'Ibn Sina, au plan de l'autorité scientifique et de la connaissance médicale. Adoptant la dissection comme méthode de travail, Ibn al-Nafis a abouti à des découvertes originales majeures. Découverte de la circulation sanguine dans les artères coronaires, la circulation sanguine vers les poumons, mais pour les fournir en air
et non en aliments, l'inexistence d'air ou de sédiments dans les artères pulmonaires, comme le prétendait Galien, et la présence du sang seulement. Ibn Nafis a été le premier à décrire correctement les poumons, les bronches et l'interaction existant entre les vaisseaux et le sang. Son ouvrage le plus important reste les commentaires sur l'anatomie du canon d'Ibn Sina, découvert plus tard par hasard en 1924 dans une librairie de Prusse par un médecin égyptien. Jabr ibn Hayyan a également écrit un livre sur l'ophtalmologie, Mughaz al-Qanoun, un livre sur la santé, Kitab al-Mukhtar fi al-Aghziya, relatif aux effets du régime sur la santé, ainsi que de nombreux commentaires en matière de loi et de médecine. De retour pour notre tournée des scientifiques musulmans. Alors, Ibn Nafis, Dr Ismail. Ibn Nafis, c'est un médecin encore, mais un médecin qui a fait une grande découverte. Une découverte qui jusqu'à présent on rappelle Ibn Nafis. Même si c'était ignoré par les Européens ou les Occidentaux. Parce que Ibn Nafis, alors il était un grand médecin de Damas, mais il est venu en Égypte pendant le 7e siècle après l'émigration du prophète Mahomet. Il a travaillé dans l'hôpital au Bimaristan de Sultan Kalaoun qui se trouve maintenant dans la rue de Moïse el-Din là. Donc il était le chef de docteur et de médecin là-bas. Le plus grand travail de Ibn Nafis, que lui il a découvert la circulation de sang. À Dawra Damoïa, pour la première fois de l'histoire, pendant le 14e ou le 13e et 14e siècle après Jésus-Christ, qu'on parle d'une circulation de sang, alors c'est dans le cœur et tout ça. Mais le problème que 4 siècles après, il y avait un Britannique, un médecin britannique qui s'appelle William Harvey, celui qui a dit que c'est moi qui a découvert la circulation de sang. Mais alors, on croit que, alors, il y avait un autre médecin d'espagnol, celui qui a traduit le livre de Ibn Nafis qui parle de la circulation de sang. Il l'a traduit en espagnol, et puis c'était traduit en anglais. Et puis le médecin anglais William Harvey, il a lu le livre de Ibn Nafis qui raconte ou qui parle sur la circulation de sang, et puis il a usurpé la découverte éclatante de Ibn Nafis qui parle de la circulation de sang. Donc, mais c'est toujours c'était grâce à Ibn Nafis et ses travaux en médecine. Et bien sûr, ça c'est un grand travail qui se rattache de Ibn Nafis en médecine. Jabr ibn Hayyan, né en 721 en Iran et mort en 815 à Koufa, est considéré comme le père de la chimie. Il était le premier à pratiquer l'alchimie de manière scientifique. Ibn Hayyan a écrit plus de 100 traités sur des sujets variés, dont 22 concernent l'alchimie. Ces travaux constituèrent des avancées significatives, à la fois sur les plans théoriques et expérimentaux. Ces livres influencèrent les alchimistes européens et justifièrent leur quête de la pierre philosophale. On lui attribue la paternité d'un grand nombre d'équipements de laboratoire et de procédés, maintenant courants, ainsi que la découverte de quelques substances chimiques. Ces livres basés sur des observations expérimentales donnent une systématisation des procédés chimiques fondamentaux tels que la calcination, la sublimation et l'évaporation.
On lui attribue l'invention et le développement de plusieurs équipements de laboratoire, toujours en usage à l'heure actuelle, tels que l'alambic. On lui attribue également la découverte de l'acide citrique et de l'acide tartrique. Ibn Hayyan appliqua ses connaissances à l'amélioration de nombreux procédés de fabrication, parmi lesquels la fabrication de l'acier et de divers métaux, la prévention de la rouille, la teinture de vêtements, ainsi que l'analyse de pigments. Ces traités d'alchimie, traduits en latin, devinrent les textes de référence des alchimistes européens. Parmi ceux-ci, on peut citer Kitab al-Kémia, livre de la composition de la chimie, et Kitab al-Sab'in, le plus illustre de ces livres de la chimie, et la somme de perfection. Très bien, on continue avec Gaber Ibn Hayyan. Oui, Gaber Ibn Hayyan, alors c'est considéré comme un grand scientifique de la chimie. Et même le mot de chimie, ce qu'on utilise jusqu'à présent, c'était grâce à Gaber Ibn Hayyan. Gaber, c'est un scientifique très ancien, parce qu'on parle qu'il est né au début du IIe siècle, et puis il est mort aussi au bout du IIe siècle, après l'émigration du prophète. Donc il est très ancien. C'est lui qui était contemporain. Deuxième ou douzième? Non, deuxième. Deuxième, Oui, deuxième. Donc on parle parle. des années de Non, oui, c'est 900 après Jésus-Christ, quoi. Gaber Ibn Hayyan, il est né en 101. 101, oui. 101, puis il est mort en 197. Donc c'était pendant le deuxième siècle après l'émigration du prophète Mahomet. Ça rattache de la chimie. Parce que même le nom de la chimie, alors c'était mentionné par lui, mais c'était simia. Simia, c'est le traitement avec les matières, avec les métaux et tout ça. C'est un mot arabe, simia. Et après, les Européens l'utilisent comme chimia ou chimie ou la chimie. Donc aussi, c'est grâce aux Arabes, aux scientifiques arabes, on garde jusqu'à présent le mot de la chimie. Avant, la chimie, c'était avant Gaber Ibn Hayyan, c'était basé sur la magie, sur les expériences primitives et tout ça. Mais avec lui, c'était avec l'observation, l'expérience et tout ça. En même temps, il a fait des règles, il a fait des principes d'utiliser la chimie. Donc c'était grâce à lui un grand développement, un grand progrès de la part de la chimie. C'est grâce à Gaber Ibn Hayyan. Eh bien, comme vous êtes accoutumés avec nous, chaque édition vous présente une mosquée historique en Égypte. Je ne cesserai jamais de le dire. Si vous partez au Caire, n'hésitez pas à visiter le vieux Caire, le quartier de Fustat, ou surtout le complexe, ou Mugama al-Adyan, le complexe des religions. Temple, église, mosquée cohabitent. C'est tout ça l'esprit de l'Égypte, cet esprit de communion. Allez, sans plus tarder, je vous laisse regarder El Qasr al-Sakakini ou le château al-Sakakini.